Bonjour à tous, bienvenue dans Self Education, la chaîne YouTube qui vous encourage à l'auto-formation. Je suis Serge Katanga, ingénieur polytechnicien. Nous abordons aujourd'hui la deuxième partie du cours sur les ressources d'un projet. Nous avons parlé précédemment des différents types de ressources. Nous avons défini les besoins en ressources ainsi que le rôle et les responsabilités des différentes ressources. Venons-en au point 6 qui consiste à estimer la charge de travail. La planification de vos besoins en personnel commence par l'identification des personnes et l'établissement de leur investissement. Ces informations peuvent être consignées dans une matrice des ressources humaines qui décrit en fait les personnes affectées à chaque activité du projet et leur somme de travail. Voici un tableau qui indique différentes activités. Sur la première colonne, la durée des différentes activités en semaine et la charge de travail en heures personne. Donc, par activité, vous avez la charge de travail totale. Et c'est en fonction de cette charge de travail totale que vous allez préparer les affectations. C'est-à-dire, c'est à partir de là que vous saurez si vous devez affecter une, deux ou trois personnes. La charge de travail est une notion qui s'exprime en heures personnes, en jours personnes et même en semaines personnes et diffère de celle de la durée. La charge de travail est une mesure de l'utilisation des ressources, tandis que la durée mesure le temps qui passe. La durée, c'est juste le nombre de jours ouvrés. Je peux avoir une activité qui doit être accomplie en 10 jours, mais ce n'est pas que chaque jour de travail, ce n'est pas 24 heures. Par jour, c'est 8 heures. Vous voyez que la charge de travail, c'est vraiment l'investissement que la personne va mettre pour ce travail-là. Donc, pour une tâche, par exemple, qui dure 10 jours, si je dois travailler 5 heures par jour, alors la charge de travail pour cette tâche, c'est 50 heures. Si je prends l'exemple des trois activités précédentes, leur réalisation ne se fera pas forcément de manière séquentielle, c'est-à-dire une activité après une autre. Il est souvent utile de planifier la réalisation de plusieurs activités pendant la même période, donc de créer des parallélismes. Ce plan s'appuiera fortement sur l'histogramme des ressources qu'on va voir juste après. Donc, vous voyez bien que l'activité 1, qui a une charge de 60 heures, la charge est répartie sur 3 périodes, donc 20 heures par semaine. L'activité 2, qui a une charge de 40 heures, on a réparti 20 heures par semaine. Et l'activité 3, qui a une charge de 30 heures, on a réparti sur 3 semaines en fonction de 10 heures par semaine. Évidemment, cette répartition va tenir compte de la charge qu'on s'est décidé d'exécuter par jour ou par semaine. Et cela va dépendre de la disponibilité, évidemment, des ressources. C'est pourquoi, pour faire cette planification que vous voyez là, qu'on appelle diagramme de Gantt, on aura l'occasion de le revoir dans la suite, va s'appuyer justement sur l'histogramme des ressources. Voilà l'exemple d'un histogramme des ressources. Vous voyez bien que là, vous avez la charge totale par semaine. La semaine 1, la charge totale est de 20 heures. La semaine 2, la charge totale est de 40 heures. Et vous voyez bien que chaque activité amène son lot de charges. Pour résumer, l'histogramme des ressources est un diagramme à barres décrivant le niveau de votre charge de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle liée à une activité. Dans MS Project, l'histogramme des ressources est appelé graphe des ressources. Ici, je vous présente l'exemple d'une matrice des ressources. C'est juste la matrice qui permet de répertorier la charge de travail pour chaque ressource. Vous avez par exemple l'analyste qui, pour la première tâche, conception des questionnaires, a besoin de 24 heures, etc., etc. Lorsque vous évaluez le nombre d'heures dont le personnel a besoin pour remplir sa mission,
il convient de prendre en compte chacun des facteurs suivants. Il y a la productivité, ce sont les résultats produits par une personne par unité de temps passé sur une activité. Il y a l'efficacité, c'est le temps proportionnellement passé par une personne sur les travaux d'un projet par rapport à celui consacré aux tâches non liées à des projets en particulier. Ce n'est pas parce qu'une personne est affectée à temps plein à un projet qu'elle peut afficher une efficacité de 35 heures par semaine, 52 semaines par an. Pas du tout. Les études ont révélé que les employés consacraient chaque jour environ 25% de leur temps à faire autre chose que des activités planifiées liées à des projets. Il y a aussi le facteur disponibilité. La disponibilité est le temps passé par une personne au travail par rapport à celui où elle ne travaille pas. Quand vous décidez du nombre d'heures de travail à budgéter pour l'exécution d'une tâche, tablez sur une performance optimale afin de tenir compte ensuite des véritables niveaux de productivité, d'efficacité et de disponibilité. Voici un exemple de comment créer un plan de capacité, c'est-à-dire la disponibilité des différents membres de l'équipe. On va d'abord tabler sur une efficacité de 100% et une disponibilité de 100%. Pour cela, un jour personne égale à 8 heures. On s'est dit qu'une journée de travail, c'est 8 heures. Donc pour un jour, c'est la charge de travail pour un individu, c'est 8 heures. Si nous avons une semaine de 5 jours, c'est 40 heures par semaine. Et ça peut continuer comme ça. Et par mois, ça peut varier, ça dépend. Il y a des semaines où on peut prévoir 4 heures, 5 heures, ça dépend. Si vous avez un logiciel de planification, vous pouvez vraiment modifier les nombres d'heures par jour, ce qui fait que vous pouvez avoir des mois de 173 heures et une année, par exemple, de 2080 heures. Et si l'efficacité n'est que de 75%, vous voyez par exemple que sur les 8 heures que vous avez prévues, un employé ou un membre de l'équipe, peut-être qu'il ne travaillera que 6 heures. Donc, c'est 6 heures effectives de travail. Et il faudra en tenir compte justement pour estimer la durée. Vous voyez par exemple que pour une tâche qui va durer 8 jours par exemple, la charge de travail sera de 64 heures. Mais vous voyez que si la charge réelle de travail n'est que de 6 heures, la tâche devra durer par exemple 11 jours, parce qu'il faudra faire 64 divisé par 6. Ces notions, bien évidemment, ne sont pas à mémoriser, mais si j'en parle ici, c'est juste pour que ça vous donne une idée de comment vous pouvez estimer la véritable charge de travail. Comment vous pouvez estimer la charge de travail et la durée d'une tâche. Donc, vous voyez que la durée, justement, va tenir compte de la charge effective par jour. Et si en plus de cela, on tient compte de la disponibilité, qui peut être de 75%, vous voyez que la charge effective sera de plus en plus petite. Ce qui veut dire que les employés à la tâche pourront avoir besoin de plus de jours. Point 7. Monter son équipe. Une équipe est un ensemble de personnes avançant vers des objectifs communs et qui dépendent les unes des autres pour mener leur mission à bien. Comme le disait Andrew Carnegie, le travail d'équipe permet à des personnes ordinaires de faire des choses extraordinaires. Très important dans la gestion de projet. Les membres de l'équipe doivent apporter une contribution précieuse et unique au projet. Les éléments suivants peuvent aider à définir l'identité et les modalités de fonctionnement d'une équipe de projet. Il y a d'abord au point 1 les objectifs, c'est-à-dire ce que l'équipe à titre collectif et ses membres à titre individuel espèrent accomplir. Il y a les rôles, c'est-à-dire le domaine de spécialité, la fonction au sein de l'équipe, l'autorité et les missions de chaque membre.
référez-vous à la matrice RACI, à la matrice des responsabilités. C'est une matrice, évidemment, qui doit être connue de tous. Elle ne doit pas forcément être dessinée, mais elle doit être dessinée dans l'esprit, c'est-à-dire chaque membre doit connaître le rôle et l'autorité de chacun des autres membres. Il y a les processus, ce sont les techniques que les membres de l'équipe emploieront pour exécuter les tâches liées au projet. Donc, pour exécuter une tâche, chaque membre de l'équipe doit connaître comment la tâche va s'exécuter dans les moindres détails. Et enfin, il y a les relations. Ce sont les attitudes et les comportements que les membres de l'équipe observent entre eux. Le chef de projet doit veiller à ce que son équipe comprenne et accepte ces éléments. Il faut noter qu'une équipe diffère par exemple d'un groupe. Un groupe, c'est juste des personnes qui œuvrent individuellement à la réalisation d'une tâche collective. Une équipe n'est pas non plus un comité. Un comité, ce sont des personnes qui discutent des problèmes et proposent des solutions. Vous voyez que une équipe demande plus de cohésion que ça. Et pour la constituer, il vaut mieux prendre le temps de réfléchir à ces différentes fonctions. Point 8, plan de projet. Après avoir travaillé d'arrache-pied sur les calendriers serrés, vous soumettez votre plan de projet pour révision et approbation. C'est le seul document qui comprenne le contenu du projet, la liste des parties prenantes, l'organigramme technique de projet, matrice d'affectation des responsabilités, le calendrier, les exigences en termes de ressources, le budget et tous les plans secondaires de fourniture des services d'assistance au projet. On l'appelle aussi plan de management de projet. Si le plan est approuvé, vous obtiendrez ensuite le numéro de projet officiel pour le projet qui s'exécute en entreprise. Ce numéro sera attribué à tous les produits, toutes les activités et toutes les ressources liées à votre projet. Pour obtenir le numéro de projet, il faut se renseigner auprès du service financier ou du bureau de projet de votre organisation, qu'on appelle Project Management Office, en abrégé PMO. Le plan d'un gros projet peut prendre des centaines de pages, mais celui d'un minuscule projet peut se résumer à quelques lignes sur une feuille de papier. Ce n'est pas une obligation de faire un gros plan. Un gros plan intervient selon la complexité du projet. La base du projet ou baseline est la version de votre plan de projet orientant les activités et qui sert de référence pour les évaluations de performance que vous réalisez. Donc, une fois que le plan de projet est validé, il constitue ce qu'on appelle le plan de référence ou la planification initiale, si vous voulez. Le plan de projet est un document que l'on peut s'attendre à voir évoluer. Le référentiel de mesure des performances, qu'on appelle base de projet, est un outil de contrôle du management qui ne peut changer qu'en réponse à une modification approuvée des objectifs. Donc, une fois qu'on a convenu sur le plan de projet, qui est un document contractuel, on ne peut plus les modifier. Donc, chaque modification fait intervenir tout un processus dans la gestion de projet. La gestion des modifications fait partie des processus importants en gestion de projet. Pour souder l'équipe de projet autour des objectifs qui sont lointains, pensez à donner un nom, un logo au projet ou faire une plaquette de présentation. Cela permet de matérialiser le projet. Point 9, préparer les systèmes de suivi du projet. Pour contrôler votre projet avec efficacité, il faut disposer au moment opportun d'informations exactes afin de pouvoir identifier rapidement les problèmes et de prendre les mesures qui permettront de les régler. Tout au long de votre projet, vous devez suivre les performances en matière de respect du calendrier, c'est-à-dire une évaluation de la façon dont vous vous conformez aux dates limites fixées. Vous devez veiller sur l'utilisation des ressources humaines, c'est-à-dire la charge de travail des personnes pour exécuter les tâches qui leur sont assignées.
Si le personnel doit travailler 8 heures par jour, vous devez veiller à ce que les 8 heures soient effectuées. Évidemment, les 8 heures ne doivent pas être effectuées à faire tapisserie, mais effectuées à la tâche. C'est ainsi que votre projet sera performant. Vous devez veiller sur les dépenses. Les dépenses sont des sommes consacrées à l'acquisition des ressources. Vous devez veiller à ce qu'elles soient conformes au budget. Il faudra aussi établir un calendrier des rapports à préparer et des réunions à organiser pendant le déroulement du projet. Pour mieux renseigner l'exécution du projet, il faudra préparer des documents de suivi. Ce sont des documents généralement formels. Vous devez soit créer vous-même ou si vous êtes dans une entreprise, ces documents existent déjà dans la police de l'entreprise. Ces documents offrent au chef de projet la capacité d'assurer la maîtrise des délais et des coûts. Les supports nécessaires, à titre d'exemple, sont les tableaux d'affectation. Ils formalisent l'affectation des tâches. Il y a le compte-rendu individuel d'activité, tenu régulièrement par chacun des membres de l'équipe de projet. Il indique le temps passé à la réalisation de chaque tâche. Il y a le plan de charge de l'équipe de projet. C'est une exploitation graphique du tableau d'affectation. Le plan de charge, c'est ce qu'on a appelé histogramme des ressources sur MS Project. Le plan de charge permet aussi de déterminer la capacité de report des moyens. Et chaque fois que vous ferez ce report de moyens, vous devez rapprocher cela avec les compétences requises. En d'autres termes, si vous dites que telle tâche ne va plus être exécutée aujourd'hui, elle doit plutôt être exécutée demain parce qu'aujourd'hui on a trop de travail, vous devez vous rassurer que les ressources nécessaires pour exécuter la tâche seront disponibles demain. C'est par ici que s'achève notre 5e leçon. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la au maximum. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines leçons. C'était Serge de Self Education. Je vous donne rendez-vous à la séance prochaine.